Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre café du dimanche où nous parlons des grandes tendances boursières, des différentes stratégies qui peuvent être implémentées dans les marchés actuels. Nous allons également analyser les dernières actualités économiques et boursières et nous allons voir en gros l'image macro. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, mettre des likes, n'oubliez pas s'il vous plaît, c'est super important pour moi. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne Mind de Cash, vous avez un lien PayPal, vous pouvez faire une petite donation. Allez, c'est parti. Donc, mes amis, je vous félicite, tous les marchés sont arrivés à nos objectifs. En tout cas, les marchés américains que je vous présente toutes les semaines. Donc, on était très exact dans les estimations du potentiel des marchés financiers. Maintenant, on a atteint tous les objectifs. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment de shorter? Est-ce qu'il faut limiter l'exposition sur les marchés financiers? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis, comment ma stratégie change dans le contexte actuel. On va décortiquer les nouvelles importantes, surtout sur les marchés alternatifs, notamment les crypto-monnaies. Je sais que les crypto-monnaies, ça vous intéresse beaucoup, hein. Vu les discussions sur la chaîne Telegram, que je vous rappelle existe aussi. Donc vous pouvez vous inscrire avec un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc on va voir tout ça et je vais partir à partir de table de bord que vous voyez sur votre écran. Pour ceux qui sont nouveaux, sur la chaîne Mind de Cash, tout d'abord je vous remercie d'avoir rejoint notre équipe. Et donc tout le dimanche, je présente ce tableau de bord pour faire un tour des indicateurs que moi je considère les plus importants pour analyser la situation macroéconomique. Je vous rappelle toujours qu'il y a trois piliers dans l'approche Mind du Cash, c'est l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, et on va essayer de voir un peu tout ça aujourd'hui. Traditionnellement, je commence par l'indice Nasdaq parce que c'est l'indice que je suis le plus. Et nous sommes atteints en fait le niveau d'objectif que je vous ai annoncé la semaine dernière, que j'ai mentionné dans beaucoup de mes vidéos, comme le niveau potentiellement le plus élevé que j'attends en moyen terme sur cet indice. Et donc là, c'était le niveau de 14 000. On l'a même dépassé dans un contexte d'un rallye boursier global. Je m'attendais à une correction à partir du niveau 14 000. Pour l'instant, je ne modifie pas mon positionnement par rapport au marché. Donc là, j'étais pas sur le marché la semaine dernière. Donc j'ai fermé mes positions spéculatives longues sur le Nasdaq. C'était à la fin de la semaine précédente, comme je vous ai également présenté ça lors de notre café dimanche de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je commence à sérieusement penser à ouvrir une position short. J'ai déjà ouvert une petite position initiale au niveau de 13 995. Bon, on va arrondir à 14 000. Donc là, je suis plus ou moins à l'équilibre actuellement. Mais techniquement parlant, je ne m'attendais pas que le niveau de 14 000 soit dépassé aussi facilement et surtout que la semaine soit terminée au-dessus de ce niveau. Donc ça, c'est quand même un point un peu inquiétant pour cette stratégie. Bon, même vu que j'ai une position très petite pour le moment, donc ça ne me dérange pas. Mais je vous rappelle, encore une fois, pour être complètement transparent et respecter la déontologie Mind de Cash, vous savez parfaitement que je gère plusieurs portefeuilles, il y en a trois exactement, donc je compte pas le portefeuille crypto, que je veux d'ailleurs vous montrer à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi. Et mettez les likes surtout, s'il vous plaît, si vous aimez ces sujets, en fait, si vous voulez que j'aborde de temps en temps les sujets de crypto-monnaie au sein de Café de Dimanche, même on consacre quelques minutes. Voilà. Et donc, du coup, je gère trois portefeuilles sur la chaîne Mind de Cash, je vous les présente, donc le portefeuille PEA, portefeuille rentier, mon portefeuille personnel, que vous avez, la vidéo que vous avez vue hier. Si vous n'avez pas vu, évidemment, je vous invite à aller la voir. Et donc, cette stratégie spéculative, pour moi, elle est adaptée dans ma gestion globale de mes investissements en bourse. Donc, je suis assez souvent short, ça peut paraître un peu étonnant pour ceux qui ne comprennent pas l'ensemble de l'intégralité de ma stratégie. En fait, cette stratégie spéculative, souvent, elle me sert comme une couverture. Je privilégie dans cette stratégie les positions short, même si de point de vue statistique, de point de vue de l'espérance mathématique, le short, c'est beaucoup plus dangereux que le long. Parce que si je perds en short, dans ce cas-là, je gagne sur mes autres portefeuilles. Mais par contre, si je gagne en short, ça veut dire que mes autres portefeuilles, très probablement, ont aussi perdu de la valeur. J'ai commencé à ouvrir la position short, je suis prêt de la augmenter, donc je suis prêt d'aller plus agressivement sur ce short.
Et là, je vais vous présenter pourquoi, pourquoi j'ai choisi cette stratégie. Et donc, moi j'aime bien utiliser les vagues de Léaut. Il s'agit d'un modèle mathématique et statistique qui a été élaboré par Ralph Elliott, donc dans les années, bon, dans le XXe siècle, je ne sais plus quelle année c'était. Et en fait, je vais vous montrer sur un exemple concret de comment ça marche, mais encore une fois, je vous rappelle à chaque fois quand je parle des indicateurs techniques, des différents modèles, patterns techniques, il s'agit des probabilités. Ça ne va pas nécessairement dire que ça va se passer comme ça, c'est juste ça donne certaines probabilités parce que tous ces patterns ont été développés en se basant sur des grands nombres, des grandes quantités d'exemples historiques et qui permettent de dire que statistiquement c'est comme ça que d'habitude se passe, mais ça ne va pas forcément dire que demain ça va se passer exactement comme ça. Donc il ne faut pas prendre l'analyse technique comme une référence absolue, donc ça ne garantit rien du tout. Je fais toujours ce disclaimer. L'analyse technique c'est intéressant parce que ça permet de vous optimiser de point de vue probabilité vos points d'entrée, vos points de sortie, mais ça ne vous garantit rien. Donc ça permet d'optimiser si vous êtes trader, de vous monter des modèles de trading efficaces. Voilà, et donc sur cet exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc il y a 5 vagues d'Elliott. Donc je ne sais pas pourquoi sur TradingView ça commence de 0, mais en tout cas je suis obligé de mettre un point, on va dire, un peu aléatoire. Donc voilà, pour moi, la première vague, elle a commencé ici. Ok, c'était le 2 septembre 2020. Ensuite, après, on prend les minimums qui ont été touchés. Donc là, c'était le 30 octobre 2020. Ça, c'était la deuxième vague pour moi. Troisième vague, qui était très longue. À l'intérieur, il y a eu plusieurs vagues, comme vous voyez. Donc là, elle s'est terminée le 15 février. Donc là, c'était une vague très longue. Donc la quatrième vague, elle s'est terminée là. Donc ça, c'est le niveau d'ailleurs qu'il y a 3 semaines, donc c'était 8 mars, en fait justement, il y avait une vidéo sur ma chaîne où je vous ai dit qu'il faut saisir les opportunités, parce que pour moi, Nasdaq, il atteint ses niveaux plus bas, en tout cas à court terme, et il fallait profiter de ces opportunités. Moi, je l'ai fait largement dans mon portefeuille principal et j'ai mis en plus les positions short dans mon portefeuille spéculatif. Autant j'étais persuadé que ce pattern va fonctionner. Et il a fonctionné, comme on le voit aujourd'hui. Et ça, c'était justement un exemple d'une incohérence parfois que je me permets de faire entre ma stratégie d'investissement long terme et ma stratégie de trading. Parce que dans les deux, j'étais long pour une fois. Donc ça arrive aussi, mais ça arrive plus rarement que je fasse des shorts. Parce que pour moi, ça me permet de garantir quelque part que mes portefeuilles ne subissent pas des baisses trop importantes. Et voilà, et là, la cinquième vague, elle doit se terminer. Normalement, il doit être plus étendu, cette vague. Voilà, mais vu qu'on arrive déjà au niveau de momentum, au niveau des RSI, on arrive vraiment à des niveaux plus hauts, donc probablement il y aura encore du potentiel. Vous pouvez voir aussi que ça a été dépassé à plusieurs reprises quand même. Euh, les RSI, au niveau des RSI 50, on rentre assez facilement sur Nasdaq dans la zone de surachat. Donc moi je peux imaginer encore une certaine hausse jusqu'à 14 200, voire 14 300, mais ça me paraît comme déjà assez difficile d'y aller. Mais en tous les cas, après la cinquième vague de hausse, normalement, on devrait subir une baisse en modèle ABC. Donc voilà, là je vais vous montrer une article sur Investopedia, je vais la mettre dans la description de cette vidéo pour que vous facilitez la recherche si ça vous intéresse. Et donc en gros, c'est ça le modèle, ça c'est la théorie en fait, ça c'est l'explication de cette idée de Elliott. Et donc là, vous pouvez voir parfaitement que nous sommes exactement dans ce scénario-là. Après, donc ça nous offre certaines chances qu'il y ait une baisse. Donc, mais normalement, pour moi, la vague 5 doit être un peu plus longue avant de subir une correction. Et donc, moi, j'attends effectivement une correction qui sera assez forte, avec un rebond ensuite, et ensuite la correction beaucoup plus profonde. Vu que nous sommes sur des frames assez longs, ça peut prendre un certain temps pour que ce pattern se réalise. Nous sommes sur des frames assez longs, donc il est probable que la réalisation de ce pattern prendra un petit peu plus de temps, mais dans tous les cas, vu que nous sommes au plus haut historique, j'ai trouvé que c'est probablement un bon moment pour commencer à prendre des positions défensives, et dans tous les cas, aujourd'hui, mon short représente peut-être 20% de mon portefeuille global, même moins que 20%. Donc du coup, je ne suis pas fortement à risque, donc je renonce en quelque sorte une partie des gains potentiels que je pourrais réaliser en restant à 100% long, quoi. Voilà, donc le premier point que je voudrais vous présenter aujourd'hui, que je passe plus négatif sur les marchés financiers, donc notamment sur l'indice Nasdaq que je regarde le plus,
et je commence à ouvrir progressivement les positions short qui me paraît déjà assez justifié compte tenu du contexte actuel. Voilà, maintenant nous passons sur un autre sujet. Bon, je vais zapper une partie de mon tableau Apple en 10 dollars parce que rien qui s'est passé. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées sur le taux US. Et je vous dis toujours dans les vidéos que si vous voulez comprendre et réussir à anticiper les marchés financiers, regardez les taux longs. Les taux longs, aujourd'hui, c'est le fondement de tout notre système dans lequel on vit, le système surendetté, les niveaux des taux et les tendances qui se réalisent sur ce marché, on va dire, très professionnel et très, d'ailleurs, on va dire, très rationnel surtout. Ces tendances sont déterminantes pour les autres marchés parce que ça, c'est la base des autres marchés. Il faut toujours bien comprendre que tout le monde dans lequel nous vivons se base sur l'endettement. Donc, du coup, l'analyse de ce marché, c'est vraiment le must pour comprendre ce qui se passe. Et là, il y a eu des mouvements. Il y a eu un mouvement que je n'arrive pas à expliquer au jour actuel. C'est le mouvement sur le 10 ans américain. En effet, c'était la journée de jeudi où nous avons vu une énorme baisse de taux américains, donc ça veut dire que c'était un rallye des obligations américaines. J'ai essayé de chercher, je me suis adressé à des sources d'informations auxquelles je fais confiance, et les gens se posent la même question que moi, parce que personne ne pouvait expliquer ce mouvement, pourquoi spontanément on a commencé à s'intéresser au taux US. La seule réponse que j'ai trouvée, qui n'est pas confirmée non plus, c'est que certains gestionnaires, certains hedge funds commencent à se hedger quelque part. Ils ne veulent pas fermer leur position, ils font un peu comme moi, sauf qu'ils se hedgent d'une manière différente. En rachetant des obligations américaines. Et les obligations américaines, avant cette semaine, avant cette chute des taux, elles étaient cotées au prix très intéressant. Donc quand le taux américain était en 6, en 7, pour y investir à court terme, pour se couvrir pour l'été, probablement se préparer à plus de volatilité pour l'été 2021, c'est probablement une bonne idée. Et pour l'instant, c'est la seule information utile que j'ai pu trouver pour expliquer ce mouvement, ce rallye, vraiment un vrai rallye que nous avons vécu le jeudi dernier. Ce mouvement sur la dette américaine, il est d'autant plus étonnant quand on regarde les statistiques macroéconomiques qui ont été publiées cette semaine. Vous pouvez rapidement voir qu'il y a eu beaucoup de statistiques directement liées à l'inflation. Donc ça, c'était vraiment le sujet de fin février et début mars, quand on a vécu la première correction de cette année. Et tous ces indicateurs, vous pouvez le voir sur votre écran, ils sont très importants. C'est les core sales, core retail sales, ça c'est les ventes au détail, les CPI, donc tout ça, ce sont des indicateurs principaux pour déterminer la tendance de l'inflation, et ils sont ressortis beaucoup mieux que prévu. Mais dans notre contexte, quand on dit mieux que prévu, c'est pire pour les marchés, parce que ça veut dire qu'on sous-estime l'inflation potentielle que nous pouvons vivre à la réouverture des marchés. Je vous rappelle que l'inflation, si elle finit par devenir inquiétante pour la Fed, principalement pour les banques centrales, ça peut mettre en danger les programmes de QE qui soutiennent les marchés. Donc vous savez que le quantitative easing qui a été lancé, qui est réalisé depuis des années et des années, depuis la crise des subprimes, et tous ces programmes d'injection de liquidités massives dans les marchés financiers peuvent s'arrêter. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, je ne sais pas quelle est la position de la Banque centrale, ils n'ont pas clarifié. Ces programmes de quantitative easing peuvent être mis à terme si jamais l'inflation dérape et il dépasse les niveaux que la Réserve fédérale avec Jérôme Powell s'est fixé. Jérôme Powell, dans ses derniers discours, il était très peu clair, donc comme il est souvent, par rapport à cette question. À chaque fois, il essayait d'éviter cette question, il disait que l'inflation pour nous, ça ne nous inquiète pas, elle sera de nature très temporaire, donc du coup voilà. Mais ça, c'est son discours par rapport au taux de l'inflation cible qui reste raisonnable. Si jamais le taux de l'inflation réel qu'il dépasse largement ses attentes, dans ce cas-là, sa politique reste absolument inconnue. Donc il n'a pas voulu donner une réponse à cette question qui a été posée à multiples reprises, et ça inquiète le marché. Donc pour le moment, j'ai l'impression que
Cette question par rapport à l'inflation a été un petit peu oubliée, mais cette question, ne vous inquiétez pas, elle va revenir sur la table si jamais on voit vraiment la confirmation des chiffres plus importants que prévu. Donc suivez l'inflation, les taux, ça c'est vraiment quelque chose qui va forcément affecter les marchés financiers. C'est d'ailleurs aussi une raison pourquoi je décidais un petit peu ouvrir les shorts un peu plus tôt que la dernière vague et les hautes se termine. Parce que normalement, comme je viens de vous dire, elle devrait être plus longue qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, je passe rapidement sur le pétrole. Donc là, je vous ai parlé que j'étais short sur le pétrole la semaine dernière. Donc, vu que je suis quelqu'un en net, je vous dis que j'ai dû clôturer cette position avec une perte. J'ai gagné un tout petit peu. J'avais deux positions spéculatives la semaine dernière. C'était le short sur le pétrole. En fait, j'ai évoqué en triangle. D'ailleurs, là, je vais vous montrer ça aussi, que le triangle qui n'a pas marché cette semaine, justement, ça va vous montrer que l'analyse technique, ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est que moi je voyais un triangle en fait sur les prix du pétrole Brent. Moi je m'attendais que la sortie de ce triangle se ferait par le bas. Parce que normalement, vous voyez, donc si l'entrée dans le triangle s'est fait dans la tendance baissière, ça on peut voir ici, normalement, quand on va sortir de ce triangle, on devrait être dans la même direction dans laquelle on est rentré. Mais bon, ça n'a pas eu lieu, donc malheureusement, on est ressorti par le haut, mais par contre, il y a eu un contexte fondamental qui a changé parce que les Américains ont publié moins de réserves de pétrole que c'était prévu, donc du coup, à court terme, ça a changé l'humeur des marchés par rapport au pétrole. Mais dans tous les cas, moi, je reste très négatif sur le pétrole, surtout si ça va se rapprocher à nouveau des 70 dollars sur le Brent. Je vais forcément en profiter pour shorter cet actif. Voilà, donc concernant le pétrole, donc là juste pour vous dire que j'ai pris une claque en faisant de l'analyse technique, donc c'est pour ça il faut faire attention. Voilà, donc on descend plus loin sur notre tableau de bord. Donc l'indice fixe, donc là, il est toujours à peu près le même niveau que la semaine dernière. Donc là, je crois qu'il a baissé même un petit peu. Donc ça, c'est l'indice de nervosité des marchés. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas du tout de nervosité. Sur les autres indicateurs que moi je suis de près, donc Tesla, encore une fois, ça c'est la fin du tableau. Pour moi, c'est les indicateurs de exubérance irrationnelle que j'appelle. Je devrais y rajouter d'ailleurs, je pense aussi quelques crypto-monnaies et l'action Coinbase probablement qui vient de faire une introduction. Et là, on va s'arrêter un petit peu plus sur ces sujets. Donc, je vais parler rapidement de Coinbase évidemment parce que bon, ça c'est quand même un sujet qui est difficile à éviter. J'ai fait une vidéo cette semaine, une vidéo très courte par rapport à mon avis, où je vous ai présenté mon avis par rapport à cette action. Donc là je trouve qu'évidemment que la valorisation est absolument exubérante pour cette action. Elle est intéressante, mais en tout cas, elle n'a pas d'avantage concurrentiel. En tout cas, pour le moment, il y a tout un tas d'exchanges aujourd'hui qui sont très compétitifs. Moi, je suis enregistré sur Coinbase, moi, je n'y trade pas, parce que moi, je trouve que leurs frais, par exemple, sont plus élevés que l'autre plateforme que j'utilise, Lightbit. Donc moi, je passe principalement mes ordres sur Lightbit, parfois sur Kraken. Je suis en train de créer un compte sur Binance, mais en fait, moi, je fais par curiosité, en fait, pour regarder un petit peu, comparer les différents exchanges. Je commence à m'intéresser, évidemment, vu les niveaux actuels des marchés de crypto-monnaies, je commence à m'approfondir un peu plus. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon portefeuille des cryptos. Donc ça c'est un portefeuille réel avec les montants réels. Je vais rien vous cacher. Donc là il devient un peu plus gros qu'avant. Donc là la dernière fois que je vous ai présenté j'avais 5000 € à peu près. Pour certains ça peut paraître beaucoup, pour certains ça peut paraître rien du tout. Mais en tout cas, ma stratégie, elle était suivante. Donc, à partir de bon, je sais pas quand d'ailleurs, ça a commencé pour moi cette histoire avec les cryptos, je vais la voir tout de suite. Donc, c'est les Ripple que j'ai commencé à acheter au tout début. Donc, ça, c'était, voilà, je crois que c'était ça ma première position. C'était le 7, bon, j'aime pas en fait cette date américaine, c'est que j'ai jamais pris l'habitude avec. Donc, 7 février 2018, ça, c'était la première position que j'ai pris sur ce marché. D'ailleurs, c'était 2 mois avant la création de la chaîne Mind de Cash, 3 mois.
Et ensuite, je me suis pris une habitude d'investir au début 50 euros, après j'ai monté à 100 euros par mois sur le marché des crypto-monnaies. L'idée, elle était suivante, parce que je fais souvent une erreur, que d'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo de mon portefeuille personnel hier, c'est que je fais souvent une erreur que j'hésite pendant longtemps pour acheter dans tel ou tel actif. Je passe le temps à l'analyser, et le temps que je le fais, l'actif s'envole et ça devient trop tard. Et donc là, cette fois, je voulais appliquer une autre stratégie qui a marché, comme vous voyez. Et cette stratégie consiste tout simplement d'acheter les top 5 cryptos. Je me suis jamais plongé dans leurs différences, qu'est-ce que ça fait exactement. Bon, après, je connais ce que font les grandes crypto-monnaies comme Ethereum, Bitcoin et Ripple, etc. Tous les mois, j'enchaînais un petit peu avec ces achats. À partir d'un certain moment, j'ai commencé à privilégier Bitcoin. Au début, l'idée, c'est que moi, je voulais investir dans Ripple. Donc là, j'en parle aujourd'hui parce que évidemment, Ripple il est devenu vachement tendance. Pour moi, c'était la seule crypto-monnaie qui avait de l'avenir parce qu'elle était la seule qui était à l'époque, hein, qui était utilisée par des organisations sérieuses, notamment les opérations bancaires. Il était utilisé très peu, il ne faut pas exagérer non plus. Il n'était pas utilisé, c'était pas en standard, ça n'avait rien à voir avec Swift, mais avant, l'ambition de Ripple était de remplacer le Swift. Maintenant, la situation a peut-être évolué. Il y a eu de la concurrence, par exemple le Stellar, qui à un moment donné était un vrai concurrent de Ripple. Mais encore une fois, quand je vous dis ça, ça montre tout de suite que je ne suis pas un expert de créer des crypto-monnaies et j'en prétends pas du tout. C'est que pour moi, les cryptos, c'est vraiment un marché prometteur que je découvre et qui est impossible à valoriser. Donc, c'est beau d'écouter les différents experts sur Internet, parce qu'avec la montée du Bitcoin, toutes les chaînes commencent à parler que de ça. Mais objectivement, personne n'est capable de valoriser ses actifs. Donc c'est juste, si vous connaissez les modèles de valorisation sérieuses qui permettent de pricer même la crypto la plus connue, le Bitcoin, partagez-la, en fait, ça m'intéresse énormément parce qu'on en discutera soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur la chaîne Telegram, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, parce que derrière, les fondamentaux sont difficiles à identifier. Donc certains vont me dire que oui, derrière la monnaie fiat, il n'y a pas beaucoup de fondamentaux, mais si, il y a les pays, il y a le PIB, il y a évidemment la dette, mais la dette des États, c'est juste un mot, en fait. Il faut bien comprendre que la montagne de dette dont on parle très souvent, qui était empruntée par les différents pays occidentaux, c'est la dette qu'ils vont jamais rembourser. La question, c'est juste de la refinancer. À quel taux ils vont la refinancer? C'est ça la vraie question et pas le montant absolu de cette dette. En revanche, pour les crypto-monnaies, je ne vois pas vraiment beaucoup des fondamentaux. Et pour le Ripple, c'était la seule crypto où je le voyais. Et en plus, Ripple, effectivement, si je me trompe pas, encore une fois, je parle sous votre contrôle, presque, je crois que c'est la quantité, elle est vraiment limitée, tandis que le mining pour le Bitcoin, il est possible. Donc, maintenant, ma stratégie, évidemment, elle a beaucoup évolué avec des années que j'ai investissé. Donc, du coup, mon investissement initial se représentait, je pense que, bon, je ne sais plus combien, du coup, j'ai investi, donc peut-être 2000 euros et quelques. Donc, on peut juste soustraire le market value actuel et la plus-value de 8000 euros que je touchais. Et donc en tout, j'ai investi 2000 euros, ce qui est vraiment pas beaucoup, surtout sur une période aussi longue. Et là maintenant, j'aimerais bien ouvrir une discussion dans cette vidéo. Quelle est la stratégie, selon vous, la plus adaptée dans les crypto-monnaies? Moi, je suis en train de réfléchir. Ça, c'est vraiment une idée, on va dire, kick-off que je vous lance pour discuter dans les commentaires. Moi, je pense d'investir aussi comme moi je fais maintenant, 50 euros, 100 euros par mois, mais uniquement dans les premières 10 qui sont valorisés un montant absolu très faible, de préférence les penny coins. Notamment, par exemple, j'ai eu énormément de la chance avec Dogecoin, donc ça c'est la monnaie qui est très... on va dire très popularisé par Elon Musk. J'ai investi justement le jour avant de son envolée de 200%. Bon, encore une fois, mais j'ai investi 50 balles, donc c'est pas non plus, j'ai pas gagné des millions là-dessus. Mais en tout cas, il me paraît peut-être pertinent dans cette énorme... Je ne veux pas utiliser le mot bulle parce que, encore une fois, je ne sais pas valoriser tout ça. Peut-être ça a de la valeur, peut-être pas. Investir dans tout ce qui est des petites cryptos qui sont pas chères, mais qui ont quand même déjà un market cap suffisamment important. Et
se focaliser surtout sur des cryptos qui sont liés au paiement. Parce que quelque part, je crois que les crypto-monnaies peuvent changer le monde des transferts d'argent, le monde des paiements, notamment comme Dogecoin avec le peer-to-peer. C'est possible, je ne dis pas que je suis convaincu, je suis loin d'être convaincu par rapport à ça, mais en tout cas pour ne pas rater cette opportunité, pour être présent sur ce marché avec des petits montants, est-ce que selon vous, cette stratégie pourrait tenir la route? Donc là, je pense que c'est ce que je veux faire, en tout cas, à moins que vous changez mon avis. Je vais peut-être investir un peu moins dans les grandes crypto-monnaies comme Ethereum et Bitcoin, mais je vais me focuser justement sur ce qui est paiement, donc XRP, Stellar, Dogecoin. Donnez-moi les noms des autres devises qui sont peut-être prometteurs, et on pourra éventuellement ouvrir un groupe de discussion sur Telegram où on pourra s'échanger de ces idées et élaborer ensemble notre stratégie moyen du cash sur les crypto-monnaies. Et moi, je serais ravi de vous suivre parce que moi, je ne suis pas un expert, je découvre ce marché qui m'intéresse quand même pas mal. Et pour finir cette discussion sur les cryptos, moi je les achète avant, en fait, quand j'investissais au tout début, je me suis acheté cet appareil-là, en fait. C'est Ledger Nano S, donc ça, c'est pas, donc je sais pas si vous le voyez. Donc c'est ça que j'ai actuellement. Bon, il m'a coûté 70 € à l'époque. J'avoue qu'il y avait une part de curiosité dans ce que je faisais parce que bon, je suis informaticien à la base et j'étais intéressé à comment ça marche. Donc du coup, je me suis acheté ce truc. Et quelque part, ça me rassurait de point de vue de sécurité, de stockage. C'est quand même de l'argent, même si les sommes sont faibles, je ne voulais pas les perdre comme ça. Plutôt que de les stocker sur des sites, notamment comme Coinbase, qui étaient souvent hébergés en Chine ou dans les pays où je n'ai aucun contrôle si jamais j'ai un pépin. Donc, j'ai préféré de garder tout chez moi et avoir cette clé où je mets tout. Maintenant, je laisse quand même un peu sur les sites des brokers, sur Lightbit par exemple. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de Lightbit? Lightbit, je ne sais pas si quelqu'un l'utilise. Moi, je le trouvais très simple, très pratique, cette plateforme. En plus, elle est basée aux Pays-Bas. C'était une des raisons pourquoi je l'ai choisi. Et les frais qu'ils proposent pour les transactions sont vraiment très attractifs. Moi, principalement, je reste avec eux. Et je garde pour l'instant, ce dernier temps, je garde quand même mes cryptos chez eux. Donc, vu que les montants sont très faibles, je fais relativement confiance. Voilà, bon, dites-moi dans les commentaires quelles sont les plateformes que vous utilisez et pourquoi, surtout. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que Lightbit, je n'ai pas trouvé les plateformes avec des frais moins élevés que Lightbit. Voilà, donc c'est tout pour les crypto-monnaies. J'aimerais bien vous parler maintenant d'une nouvelle qui m'a beaucoup étonné en fait dans ce monde de la réouverture quand tout le monde veut consommer et patati patata. Les banques, Morgan Stanley et Bank of America, ils ont annoncé que apparemment leurs clients n'ont plus d'intérêt d'emprunter et au contraire, ils se sont pris l'habitude d'épargner, ce qui est une très bonne habitude, pendant cette crise de Covid, et maintenant ils ont plus tendance de rembourser leurs prêts plutôt que prendre de nouveaux prêts. Donc encore un choc sur les banques, encore un choc sur la rentabilité des banques, donc faites quand même beaucoup attention à ce secteur. C'est le seul secteur d'ailleurs où j'ai des positions short en direct, via les options put, donc du coup mon risque est limité, mais en tout cas c'est le secteur où je suis le moins convaincu et pourtant c'est le secteur qui a profité largement de ce rebond de marché. Faites quand même beaucoup attention parce que je pense que ce secteur il vit actuellement des transformations majeures et cette nouvelle que quand il y a beaucoup moins de demandes pour les nouveaux prêts, ça peut encore une fois perturber l'équilibre économique dans lequel nous vivons, qui est basé largement sur la dette et dette pour rembourser une dette précédente. Donc ça peut quand même créer, c'est peut-être un bon signal en fait quelque part, de point de vue fondamental, d'un point de vue de la théorie économique, c'est bien parce que les gens se désendettent, mais en tout cas n'oubliez pas que nous vivons dans le monde inversé, tout est à l'envers chez nous, donc les bonnes choses qui semblent bonnes peuvent finalement ressortir avec des effets de bord et on peut ne pas être prêt, le système financier ne peut ne pas être prêt d'assumer certaines nouvelles réalités. Donc il faut quand même faire attention à tout cela. Moi je vais faire attention, je veux partager évidemment si je vois des répercussions de ce phénomène sur d'autres aspects de la finance mondiale. Bon, maintenant, sur le front du Covid, en fait, je suis obligé d'en parler quand même parce qu'il y a des choses qui, pour moi, me semblent quand même assez inquiétantes, malgré l'euphorie des marchés et les attentes de la réouverture. Donc, sur la carte de vaccination, nous pouvons voir que bon, les pays anglo-saxons avancent très bien. Donc là, après les pays comme Israël et les pays du Golfe, il était déjà très bien avant. L'Europe se vaccine doucement, mais très doucement.
le reste du monde, la moitié du monde ne sont pas vaccinés du tout. Donc, et nous vivons actuellement l'augmentation des cas de Covid très inquiétante en Inde. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui me fait un peu peur. Et donc ça peut éventuellement encore faire revenir ces craintes de propagation de ce virus. Bon, après on verra donc si l'efficacité de vaccination se confirme des vaccins qui sont utilisés. Donc aux États-Unis, c'est principalement Pfizer, j'imagine. Donc pour l'instant, il a prouvé son efficacité en Israël, bon, même s'il a toujours des différentes informations contradictoires par rapport à la réelle efficacité de ces vaccins. Donc bon, il a beaucoup d'informations un petit peu du scam autour de cette vaccination, donc c'est difficile un petit peu pour moi de naviguer dans cet espace médiatique, parce qu'évidemment les autorités, on va dire le mainstream, veulent mettre en avance les succès, après les autres qui veulent mettre en avance les défaillances. Donc bon, trouvons un juste équilibre. Essayons d'être raisonnables que le monde anglo-saxon, l'Europe du Nord, en fait, ils se vaccinent à fond. Et l'Europe occidentale en général, pareil. Donc, mais par contre, les pays en développement, ils ont quand même beaucoup de retard par rapport à cette vaccination. Ça peut retarder la réouverture, parce que j'ai du mal un petit peu à imaginer comment la réouverture se fera si par exemple les mondes anglo-saxons est complètement vacciné et les autres non. Donc est-ce que ça va s'ouvrir complètement? Est-ce que l'efficacité des vaccins va faire des preuves? Est-ce que la vaccination, la durée d'efficacité de ce vaccin va être suffisante? Est-ce que les vaccins vont être résistants à des nouvelles variations de Covid-19? Tout ça, ce sont des questions, en tout cas pour moi, sont ouvertes. Donc probablement vous avez des réponses. J'avoue que je ne suis pas tous les news médicaux, tous les news liés à cette pandémie. Probablement il y a quelques informations qui m'échappent, mais pour moi cette page est loin d'être tournée. Et la saison estivale 2021, elle est toujours en risque à cause de cette pandémie. Et pour compléter cet avis alarmiste, la France cette semaine elle a franchi la barre de 100 000 morts, c'est quand même énorme pour un pays, à cause de Covid, évidemment, et nous restons toujours en confinement. Donc, réouverture, probablement, j'espère. Moi, j'ai trop envie qu'on soit réouvert, mais en tout cas, je vois toujours des risques. Bon, pour résumer cette vidéo du café du dimanche, j'ai changé la stratégie maintenant, je commence à passer graduellement short, même si dans mon pattern technique, la hausse peut ne pas encore être terminée. Malgré tout, je commence à shorter légèrement les marchés et protéger mes gains dans mes autres portefeuilles. Donc, je suis en recherche d'une nouvelle stratégie pour investir dans les crypto-monnaies. Peut-être la meilleure stratégie de sortir dans l'argent fiat. C'est peut-être aussi que c'est jouable. Je suis toujours inquiet par rapport à la réouverture, par rapport à la vaccination, même si certains pays affichent des résultats encourageants de ce processus de vaccination. Je vous invite toujours et encore surveiller les taux longs et l'inflation. Ça sera vraiment les sujets de l'année 2021, c'est déjà le cas. Et si l'inflation nous montre des signaux inquiétants, forcément ça va créer des tensions sur les marchés financiers, car ça peut changer la vie de personnes principales dans ce monde, c'est les dirigeants des banques centrales qui peuvent mettre à terme leur programme de quantitative easing qui sera irréalisable si l'inflation dérape largement. Dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur, passez un bon dimanche, profitez bien de temps ensoleillé, je ne sais pas s'il y a du soleil chez vous, chez nous il y en a, donc profitez bien, reposez-vous bien et je vous souhaite tout le meilleur, à la semaine prochaine, bye bye.